À quelques jours du débat sur l'immigration au Parlement, l'aide médicale d'État réservée aux clandestins concentre l'essentiel des critiques. Alors que la droite réclame son abolition, la majorité présidentielle maintient sa position du « en même temps ». Après s'être rêvé en conciliateur dans le dossier iranien, Emmanuel Macron a finalement plié pour adopter la ligne de ses alliés saoudiens notamment. Pire, le président français s'est ridiculisé devant son homologue américain. Depuis le 20 septembre et jusqu'au 25, l'Institut Iliade réunit de nombreux artistes dans une galerie parisienne. TV Liberté était au vernissage. Madame, Monsieur, bonsoir. Aide médicale d'État, stop ou encore? Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un débat parlementaire sur l'immigration, l'AME, dont le coût estimé approche le milliard d'euros par an, est au centre des discussions. Malgré cela, l'exécutif ne devrait pas bouger d'un millimètre. Thibaut Bastide. L'aide médicale d'État, le serpent de mer des débats sur l'immigration. Créée en 2000, en parallèle de la couverture maladie universelle, l'AME offre un accès gratuit aux soins remboursés à 100% par la sécurité sociale aux étrangers en situation irrégulière, pouvant justifier d'une présence ininterrompue de 3 mois sur le territoire français. Une prime à la clandestinité qui devrait se retrouver au menu des discussions parlementaires sur la question migratoire. Il faut dire que l'AME ne satisfait personne et surtout pas la droite qui dénonce son coût et l'appel d'air migratoire qu'elle constitue. Plusieurs ténors des Républicains, Christian Estrosi en tête et du Rassemblement national, ont d'ores et déjà réclamé son abolition. Pour autant, l'exécutif a rapidement refermé la brèche. Malgré la commande de 2 rapports sur le sujet à l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est empressé d'éteindre le début d'incendie, insistant sur la nécessité absolue de préserver l'AME pour les sans-papiers. Une façon de calmer le jeu et de rassurer l'aile gauche de la majorité déjà échaudée par les déclarations d'Emmanuel Macron sur la nécessité de regarder la question migratoire en face. En somme, il s'agit d'une application parfaite de la stratégie du « en même temps » chère à la République en marche. Feindre un peu de fermeté sur l'immigration pour contenter la droite modérée, tout en maintenant ses dispositions pour les clandestins pour ne pas froisser la gauche. En faisant mine de s'attaquer à ce totem pour donner des gages à la droite, les lignes du parti présidentiel ne devraient pas bouger. En effet, si l'aide médicale d'État est effectivement réformée, ce ne sera qu'à la marge. Pourtant, une chose est sûre, elle pèse près d'1 milliard d'euros dans les dépenses publiques. À sa création en 2000, 74 900 clandestins étaient concernés pour une dépense de 190 millions d'euros. Depuis, la facture ne cesse de grimper et a même été multipliée par 5. En effet, en 2018, les contribuables français ont déboursé près de 935 millions d'euros pour plus de 300 000 bénéficiaires, soit une augmentation de 14,25% en un an, faisant de la législation française la plus généreuse de l'Union européenne en matière de prise en charge médicale pour les immigrés en situation irrégulière. La raison avancée, la nécessité d'endiguer les maladies portées par certains clandestins pour éviter des risques sanitaires. Un argument légitime qui pourrait toutefois être évacué par des zones de quarantaine ou des visites médicales sérieuses à l'arrivée des clandestins. Pour cela, encore faudrait-il que l'État ait une réelle vision des individus qui pénètrent sur son sol. Récemment, une polémique a éclaté sur la possibilité pour une personne en situation irrégulière de bénéficier de prothèses mammaires grâce à l'AME. Une éventualité surprenante qui est toutefois possible dans le cadre d'une chirurgie reconstructrice, comme après un cancer du sein. Si les cas sont marginaux, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation a expliqué que 41 séjours de prise en charge de chirurgie plastique mammaire en dehors d'une réparation pour cancer, ont été identifiés. Parmi eux, seuls 2 auraient été accompagnés de la pose de prothèses. Des opérations dont on comprend mal le caractère d'urgence puisqu'elles interviennent après la maladie. Des cas isolés donc, mais le panier de soins moyen d'un bénéficiaire de l'AME reste 10% supérieur à celui d'un assuré en situation régulière. Il était de 3 320 € en 2016 selon la commission des finances du Sénat, contre 3 000 € pour les autres assurés. Emmanuel Macron relégué au second plan. Malgré son ambition de s'ériger en faiseur de paix entre l'Iran et les États-Unis, Emmanuel Macron a été contraint de se ranger derrière ses alliés lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Explication avec Olivier Frère-Jacques. Avancer puis finalement reculer après une première partie de mandat pas franchement réussi, Emmanuel Macron entendait bien se refaire la cerise en se donnant une stature internationale.
Pour y parvenir, l'ingrédient principal est bien connu, défendre une position indépendante et souveraine. Et c'est bien ce que semblait faire le pensionnaire de l'Élysée en profitant des tensions entre Washington et Téhéran pour faire entendre une voix différente dans le concert des nations. Après l'attaque d'installations pétrolières saoudiennes, il y a une semaine, la fenêtre de tir était devenue étroite, mais la France avait encore une carte à jouer en adoptant une position moins atlantiste que les États occidentaux en général et que ses partenaires européens en particulier. C'est d'ailleurs ce qu'avait laissé entrevoir le président à l'ouverture du sommet. Au lieu de cela, Emmanuel Macron s'est aligné sur Londres et Berlin. Londres qui lui mène la vie dure avec son Brexit et Berlin qui ne cesse de l'humilier dans le jeu économique continental. Ainsi, Angela Merkel, Boris Johnson et Emmanuel Macron ont publié un communiqué commun lundi. Le document affirme que l'Iran porte la responsabilité de l'attaque contre les infrastructures pétrolières saoudiennes. Une affirmation pour le moins étonnante alors que ce sont les Houthis, rebelles yéménites, eux-mêmes attaqués par des armes vendues aux monarchies sunnites par la France, qui ont revendiqué l'attaque. Cette déclaration, en forme d'accusation, a tout d'une lettre de soumission à Washington. Un message qu'a bien reçu Washington qui s'est empressé de remercier les 3 États laquais. Et pourtant, le président français a longtemps laissé penser que Paris pourrait prendre une position alternative, voire même jouer un rôle de médiateur. Vous savez le travail que conduit la France depuis des mois, qui est un travail consistant à essayer de bâtir des propositions pour éviter l'escalade. Bâtir des propositions pour éviter l'escalade, une escalade qui paraît surtout dépendre du bon vouloir de l'administration américaine. En effet, en sortant de l'accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis ont de fait mis fin au consensus qui semblait se dégager sur la question. À présent, c'est le Royaume-Uni qui semble vouloir relancer une forme de négociation en proposant un nouvel accord que Boris Johnson veut meilleur et dont Donald Trump serait l'artisan. De son côté, Donald Trump a d'ailleurs affirmé qu'il n'écartait aucune possibilité. Nous verrons ce qui se passe, mais nous n'avons rien de prévu à ce stade. Mais vous n'excluriez pas une rencontre? Je n'exclus jamais rien. Pourquoi je ferais ça? Une manière de montrer une certaine ouverture en dépit des positions intransigeantes de la Maison-Blanche vis-à-vis de Téhéran, mais aussi un camouflet infligé à Emmanuel Macron puisque le président états-unien a affirmé ne pas avoir besoin de médiateur, répétant que le président français était un ami, mais qu'il se passerait volontiers de ses services. L'affaire iranienne semble bien mal embarquée et selon toute vraisemblance, Donald Trump devrait maintenir sa ligne, à savoir pas de guerre ouverte, mais un conflit économique larvé consistant à étouffer le pays. Téhéran, de son côté, devrait continuer de se tourner vers des partenaires comme la Russie, la Chine et l'Inde. La France d'Emmanuel Macron, elle, est hors jeu. Il ne reste plus qu'une journée pour profiter de l'exposition de l'Institut Iliade à Paris. Depuis le 20 septembre, de nombreux artistes exposent leurs œuvres à la galerie Espace 54 rue Mazarine dans le 6e arrondissement de Paris. TV Liberté était au vernissage pour vous livrer un avant-goût, un reportage de Guillaume GS. L'Institut Iliade organise cette exposition, c'est une première. Chaque année, à l'occasion du colloque, nous donnions une carte blanche artistique à des artistes amateurs. Beaucoup viennent des promotions de formation de l'Institut Iliade et ont des talents artistiques. Et finalement, c'est un ensemble d'œuvres qui se sont accumulées. On a fait une sélection, on a fait des tirages d'art signés, numérotés pour les exposer. Et en marge, se sont invités des artistes proches de l'Institut Iliade, proches du message que porte l'Institut Iliade, un amour de la civilisation européenne, un amour du beau, et qu'on retrouve dans cette exposition. L'exposition s'appelle Renaissance, figures et portraits d'Europe, donc c'était un peu le fil rouge, le figuratif, qui fait partie de la tradition artistique européenne. On représente les visages, on représente les corps, on n'en a pas peur. On a de beaux visages de femmes et d'hommes, de familles, de couples. Donc voilà, on a souhaité mettre cette particularité de l'art européen, il y en a bien d'autres, hein, c'est un art protéiforme, en avant à l'occasion de cette exposition. J'ai participé à cette exposition puisque Jeanne Athéna est destinée à l'Institut Iliade. Elle a été réalisée puisque je fais partie de la première promotion. Donc à l'issue de nos formations, on doit rendre un travail. Donc mon travail était celui-ci et il est destiné à être exposé au cours des formations. C'est de la porcelaine papier, ça fait partie en fait de ce qu'on appelle la céramique. Dès qu'elle est cuite, elle permet une transparence. Ça m'intéresse en fait de pouvoir m'en servir. Là, il y a évidemment des saladiers, mais il y a des photophores aussi pour pouvoir voir la lumière qui passe en fait. Je suis un auteur de bande dessinée avant tout. Donc, et dans mon travail, le portrait, le personnage
c'est un des points clés de la bande dessinée, quoi. Travailler le visage, surtout pour nous, les dessinateurs réalistes. Donc, ceci explique ma place ici. La deuxième raison, c'est que par rapport à un travail que j'avais fait aux éditions Futuropolis, consacré à la vie de Céline, qui s'appelle Le Chien de Dieu, j'ai enclenché dans les dessins parallèles que l'on fait autour de la sortie d'un livre, les ex-libris, etc. J'avais commencé à dessiner quelques portraits de Céline à la plume pour le bulletin célinien, pour des ex-libris sortis du livre. Quelques autres dessins de ce même type à la plume japonaise ont suivi. Et puis finalement, c'est devenu un livre, un panthéon de lecture avec 40 portraits d'écrivains. Le livre s'appelle Très Portrait, il est ici ce soir pour la première fois. Ce qui est sympa dans cette peinture, c'est vraiment l'histoire de transmission, de protection de l'homme sur la femme. Le fait de voir mettre les mains sur le ventre, on sait qu'il y a une histoire de transmission. Il y a tout un truc en fait derrière que j'aime bien aussi, c'est le côté où elle représente un petit peu la croix celtique, les entrelacs, le côté un peu historique en fait. Je trouve que c'est pas mal quoi. Donc elle se met vraiment en avant, et c'est ce qu'elle fait aussi dans toutes ses œuvres, c'est qu'elle se met en avant et elle se met, voilà. Elle prend pas de personnes inconnues, elle se met vraiment elle en avant et qu'est-ce qu'elle transmet. L'exposition est vraiment très sympathique, il y a beaucoup de gens agréables et puis surtout on rencontre les artistes, donc c'est vraiment chouette qu'ils puissent nous parler de leurs œuvres et décrire un peu ce qu'ils ont voulu faire. L'art est une bonne façon de communiquer nos idées de façon pacifique. Je dirais que c'est un art qui n'est pas tout à fait dénué de politique, puisqu'il y a une vision du monde qui est derrière tout de même. Il s'agit de renouer avec le beau face au nihilisme. Et effectivement, c'est une respiration par rapport au monde moderne. Je suis là notamment parce que pour défendre l'art européen, l'art est une bonne façon de communiquer nos idées. Jacques Terpan, je dirais, et puis aussi les grandes fresques qu'on a aperçues lors des colloques de l'Iliade et qui me font penser pour ma part à ce qu'a pu être ce courant auquel je suis très attaché, qui est le courant pré-raphaélite en Angleterre avec des gens comme Burne-Jones et William Morris, pour lequel j'ai une affection particulière. Pour soutenir l'Institut Iliade et toute cette effervescence autour de l'art européen et notamment tous ces artistes qui exposent et puis pour aussi retrouver nos camarades. Deux façons principales de travailler. La première, historiquement, ce sont des portraits en noir et blanc. C'est simplement un dessin à l'encre. La technique se concentre sur le visage, le portrait des personnes représentées. Du coup, il y a une forme de synthétisation, de concentration du sujet, juste dans le visage. Et j'ai un deuxième type de travail qui se retrouve dans les tirages d'art, qui sont des œuvres plus allégoriques, plus symboliques par rapport à des thèmes qui me semblent importants. Fier d'être européen, le principe de l'éternel retour, l'opposition sagesse-raison. Des thèmes qui sont importants et j'essaie de leur donner une forme qui correspond à l'état d'esprit qui est le nôtre et à l'esthétique qui correspond à cette éthique qui est mise en situation. Et voilà, n'oubliez pas, il ne vous reste plus que demain mercredi pour découvrir l'exposition Renaissance de l'Institut Iliade. C'est 54 rue Mazarine dans le 6e arrondissement de la capitale. Et c'est un dernier jour qui fera également nocturne jusqu'à 21h. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Floriane Janin. Greta Thunberg porte plainte contre la France pour inaction climatique. Sont aussi visés 4 autres pays, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie. La plainte se base sur une atteinte à la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant, expliquant que les États visés ne protègent pas les générations futures. Emmanuel Macron a répondu aux accusations de Greta Thunberg, indiquant que la France était en train de bouger et qu'il n'était pas sûr que ce soit la voie la plus efficace. La liberté n'a pas de prix pour Carlos Ghosn. L'ancien patron de Renault-Nissan a conclu un accord à l'amiable avec le gendarme de la bourse américaine. Nissan, Ghosn et Greg Kelly, son ancien bras droit, ont effectivement accepté de payer une somme de 16 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites. L'industriel écope également d'une interdiction de diriger une entreprise ou une administration pendant 10 ans. Il n'a toutefois pas eu à reconnaître sa culpabilité.
Les personnes âgées font une nouvelle fois les frais du gouvernement. Le porte-parole de l'exécutif, la très élégante Sibeth Ndiaye, a annoncé ce matin la fin de l'exonération totale de cotisations sociales sur l'emploi à domicile pour les plus de 70 ans. Traduction, les aides à domicile pour les personnes âgées coûteront plus cher si le gouvernement déclare souhaiter réserver la disposition aux plus dépendants. Tout porte à croire que des critères financiers feront à nouveau surface. La mesure devrait permettre de faire gagner quelques 300 millions, à peu près le coût prévu pour le remboursement de la procréation médicalement assistée. Un maire LR joue les décrocheurs. Après plusieurs militants du climat voleurs de tableaux présidentiels, c'est au tour du maire LR de la ville de Vienne en Isère de s'en charger. L'édile Thierry Kovacs a même remis le portrait d'Emmanuel Macron au gilet jaune du secteur pour qu'il puisse défiler avec. La photo n'a subi aucune dégradation. Elle a simplement été promenée dans la foule à l'envers avant de retourner à son emplacement. Quotidien, média non grata, chez Mélenchon, le leader de la France insoumise a décidé de refuser l'entrée au prétendu journaliste de Quotidien. L'insoumis en chef considère que les images montrées dans l'émission l'ont desservi durant son procès. Ils sont donc dorénavant exclus de ses réunions et de tous ses déplacements et n'auront plus d'accréditation. Après la manif pour tous et le Rassemblement national, c'est le 3e mouvement qui se passera de Quotidien. Patrick Bruel, à nouveau dans la tourmente. Le chanteur est visé par 2 nouvelles accusations à la suite de l'enquête ouverte le 13 août dernier pour harcèlement sexuel et exhibition. 2 autres masseuses ont en effet témoigné pour des faits remontant à 2008 et 2011. L'une raconte que la star aurait demandé des caresses sexuelles avec les mains et l'autre explique qu'il avait réclamé d'elle une fellation avec insistance. À l'époque, aucune d'entre elles n'avait porté plainte. Elles veulent aujourd'hui simplement corroborer les faits dont est accusé M. Bruel. Suite de l'affaire Epstein en France, lundi, le domicile parisien de Jeffrey Epstein et les locaux de l'agence Karine Model ont été perquisitionnés en présence d'un magistrat du parquet de Paris. Les enquêteurs cherchent des informations concernant le rôle joué par l'agent de mannequin français Jean-Luc Brunel, ancien proche de Jeffrey Epstein, qui est accusé de viol par plusieurs anciens top modèles. L'homme avait entre autres laissé des messages très suggestifs à Jeffrey Epstein, comme des rendez-vous pour des prétendus cours de russe avec une jeune fille mineure de 2 fois 8 ans, mais pas blonde. Le domicile de Jeffrey Epstein aurait donc dû réserver des surprises pour la perquisition. Dommage que le majordome ait eu le temps de faire le ménage dans l'hôtel particulier avant l'arrivée de la police, dépêchée sur place près d'1 mois après l'ouverture de l'enquête en France. Jean-Jacques Urvoas, bientôt devant la Cour de justice de la République. L'ancien garde des Sceaux de 2016 à 2017 est accusé d'avoir communiqué des informations secrètes via la messagerie cryptée Telegram au député Thierry Solaire pour des faits de fraude fiscale et corruption présumée. Il s'agit de notes réalisées par la direction des affaires criminelles et des grâces qui ont donné un avantage certain à M. Solaire. Jean-Jacques Urvoas estime que les documents qu'il a fournis ne sont pas couverts par un quelconque secret et que son rôle de garde des Sceaux ne l'astreint pas à un secret particulier. Une défense originale pour un homme qui risque 15 000 € d'amende et 1 an de prison ferme. Presque plus longtemps que son passage place Vendôme. Nouveau coup dur pour le Premier ministre britannique. La Cour suprême a déclaré illégale la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement pendant 5 semaines. Les députés ont même été invités à retourner siéger dès demain matin. Le chef du Parti travailliste opposant au gouvernement, Jeremy Corbyn, appelle sans surprise le Premier ministre à démissionner et l'accuse d'avoir voulu une sortie sans accord contre la majorité parlementaire. Boris Johnson a déclaré depuis l'Assemblée générale de l'ONU que cette décision de la Cour suprême n'était pas juste, mais qu'il la respecterait. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette émission. Dans un instant, notre Zoom du jour, Clément Nguyen, analyste en stratégie internationale, présente son ouvrage sur la lutte d'influence en Afrique entre les États-Unis et la Chine. Le livre s'intitule « Le dragon et l'aigle ». Ce n'est pas vraiment les États africains qui ont mobilisé les ressources, c'est que les activités de prêt, notamment des Chinois, dans le secteur des infrastructures. D'accord. Il suffit d'avoir été sur le terrain en Afrique pour voir qu'il y a un déficit énorme en matière d'infrastructures de transport et d'électrification.
Donc les Chinois se sont positionnés par leur savoir-faire domestique et par leur faible coût des entreprises sur le secteur majoritairement hydroélectricité. Donc les groupes comme Sino-Hydro, CWE ou Gejuba leur offre est incomparable par rapport aux groupes occidentaux. Et sur les infrastructures de transport, dont routes et voies ferrées, où là aussi les géants chinois ont obtenu des très grands contrats. D'abord dans la modernisation et la construction dans les réseaux nationaux, et à partir de 2010, dans la mise en place et la planification de corridors transnationaux qui s'étirent essentiellement sur un axe est-ouest. Et puis vous découvrez également un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Ladd nous parle du siège de Saint-Martin-de-Ré par les Anglais en 1627. Alors là, aujourd'hui, j'ai fait les choses bien, puisque je sais que vous aimez particulièrement les épisodes où, à la fin, d'une manière ou d'une autre, les Anglais finissent en slip. Et bien là, dans cet épisode, croyez-moi, il y a de tout. De l'héroïsme, du panache, de l'arrogance punie, des régiments poussés dans la boue, des échelles trop courtes, des canons trop petits, enfin bref, il y a de tout, je vous jure. Et il s'agit d'un épisode peu connu en vérité, puisqu'il est totalement éclipsé par le siège de La Rochelle, le siège de Saint-Martin-de-Ré, qui est tout aussi solide et intéressant, et qui se situe sur l'île de Ré. Ai-je besoin de le préciser? Alors c'est parti pour cet événement marquant de la guerre de 30 ans. Et puis pour compléter votre soirée dédiée à l'histoire, retrouvez passé-présent. Philippe Conrad et Anne Sicard évoquent l'échec de la Société des Nations et les oubliés de l'île de Clipperton. Le lieutenant-colonel Éric Vieux de Morzadec présente ensuite son ouvrage « Le premier bataillon de Zouaves de Louisiane ». Tout de suite, retrouvez la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Leclerc. Et quant à nous, c'est le moment de se quitter. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il y a eu peu de jours de pluie cet été, mais pendant les rares après-midi où l'on restait chez soi, on est allé chez les autres, les voisins. Les autres sont souvent des familles de Lyon ou de Toulouse dont la mère est née à Campagnol, qui a hérité de la maison et qui revient à 80 ans accompagnée d'un mari assez ronchon pour accueillir enfants et petits-enfants. Alors la famille à laquelle je pense a ainsi une énorme maison au cœur du village, près de chez moi, avec un grand escalier du XVIIe siècle, des chambres en pagaille, une courette à colonnes, des ateliers, des serres et une cave qui sert de boîte de nuit aux enfants. En l'occurrence aux petits-enfants, et parmi les petits-enfants, il y a un gamin de 15 ans nommé Valentin, qui est très intelligent, qui est très bon en maths, paraît-il, et qui joue à des jeux vidéo sur son ordinateur portable. Il fait pas que jouer, il regarde aussi des films. Et c'est là qu'est mon sujet, je l'ai interrogé sur ce qu'il regardait cet après-midi-là. Plus vieux, il a enlevé son casque et il m'a dit Batman. Alors là, jusque-là, tout était normal, sauf qu'il a enchaîné aussitôt en me disant « Si vous voulez, je vous passe un disque dur, j'ai 2 téraoctets. » Des téraoctets de quoi? De films. Alors 15 ans, 2 téraoctets, ça faisait un millier de films, donc il faut déjà trouver le temps. En tout cas, il ne devait pas faire grand-chose d'autre. Il n'avait pas de frère aîné. Je lui ai demandé aussitôt où il était allé chercher un butin pareil, et je m'attendais à ce qu'il me dise c'est mon oncle ou quelque chose comme ça, mais sa seule réponse, ça a été à Toulouse, on a la fibre. Et puis on se les file au collège. Alors il m'a reproposé de me prêter son disque dur, là, puis j'ai pensé à vous, je me suis dit quelle belle occasion d'effectuer une plongée dans l'imaginaire d'un adolescent de 15 ans, élève d'un collège religieux à Toulouse, pour vous en rendre compte. Alors voilà, j'ai pris les fameux 2 téraoctets piratés sous forme d'un disque dur, et j'ai regardé à toute allure le catalogue sur mon ordinateur à moi, et par chance ce gosse un peu timbré quand même, mettait des étoiles à côté des noms de films, ce qui fait qu'on pouvait se faire une idée de ses préférences. Rassurez-vous, je ne vais pas vous citer de titres, mais quand on analysait les 5 ou les 4 étoiles, on était frappé de voir qu'il s'agissait exclusivement de ce que Gustave aurait appelé des merdes américaines. Là, je ne parle pas des films de super-héros, hein, ça pour un adolescent c'est normal. Non, je vous parle de ces innombrables films psychologiques absolument immondes,
très très malsain et cruel qui se passe à Détroit ou à Seattle, où le héros devient du gibier pour des services secrets, où une fille est traquée, où un couple est séquestré puis torturé, où une bande s'attaque à une autre bande, où on pique des voitures pour faire la course en ville. Et puis je vous parle surtout de ce nombrilisme américain absolu qui fait qu'on balance à la planète entière, entre deux carnages au fusil à pompe, des plaisanteries de machines à café qui font référence à Dolly Parton, à Oprah Winfrey, comme si tout le monde, d'un bout à l'autre de la planète, était censé savoir qui était l'une et l'autre. En l'occurrence, c'est une chanteuse de country et une animatrice. Le tout, évidemment, tout en anglais, version originale, aucun sous-titre, aucune traduction du titre. Mon jeune Valentin, là, m'a dit « Oh, mais le sous-titre, c'est nul !» Mais il y a surtout une chose qui m'a frappé. Je n'avais pas vu le film Gravity, j'ai donc regardé avec curiosité. Vous savez, c'est un film qui se déroule en orbite terrestre, avec un accident de station spatiale qui laisse 2 astronautes perdus dans le vide. Et bien même dans cet environnement, disons, assez intimidant, les 2 héros s'envoient des vannes de camionneurs américains, et surtout à aucun moment, aucun d'entre eux ne se retourne vers l'immensité admirable du cosmos. Alors quand j'ai rendu les 2 téraoctets à mon jeune, là, je lui ai demandé ce qu'il lisait en ce moment. Il m'a répondu Guillaume Musso. Vous savez, c'est un auteur français dont la plupart des personnages s'appellent Parker ou Johnson, et ils se rencontrent à la terrasse d'un Starbucks dans une ville américaine à la veille de Thanksgiving, et là sa grand-mère, la grand-mère de Valentin, qui avait de l'humour, m'a dit en haussant les épaules, il prend de l'avance, quand il aura 20 ans, au train où on va, Musso sera probablement au programme de l'agrégation. Abonnez-vous, merci. En 2019, ère de progrès et de félicité, nous avons la charcuterie sans porc, la procréation sans père et l'enseigne américaine de restauration rapide KFC qui vient à son tour d'inventer le poulet sans poulet. Pourquoi? Pour préserver l'environnement ou ce qu'il en reste, bien sûr. La matérialité dans l'alimentation mise au service de l'idéologie écolo-bobo. Miam miam, c'est magnifique. Le principe est simple. La viande, ce n'est pas bien, ça pollue. La preuve, Greta Thunberg, la petite Suédoise ridicule, ne mange pas de viande. Il faut donc consommer des légumes. Mais plutôt que de faire ingurgiter des épinards qui ne motivent pas les foules, il vaut mieux fabriquer de la viande à partir des légumes. L'on fait donc fonctionner l'industrie agroalimentaire qui fait des merveilles avec le concours de matières diverses et avariées qui donnent un goût chimique et des couleurs chimiques. Toutes choses éminemment naturelles, bien sûr. L'entreprise américaine KFC a donc inventé les Beyond Fried Chicken. Les Beyond Fried Chicken en français. En français, en vrai français, les poulets frits autres. Ces choses fabriquées, qui n'auront de chicken que le nom, seront entièrement composées de plantes et de matières premières végétaliennes. Miam miam. Comme rien n'est parfait, la marque précise que les Beyond Fried Chicken seront préparés dans une friteuse commune aux autres produits frits proposés par KFC. Mais c'est horrible! Mon légume poulet va peut-être fricoter avec des cuisses de porc ou des épaules de vache? Le consommateur de légumes poulet sera-t-il prêt à courir ce risque effrayant, à affronter une possible contamination carnivore? Personnellement, je lui conseillerais la prudence. Quoi qu'il en soit, la direction de KFC se félicite de son ingéniosité. Les Beyond Fried Chicken sont si délicieux que nos clients auront du mal à imaginer qu'ils sont à base de plantes. Pourquoi ne pas leur faire manger des légumes tout simplement? Ah non, parce qu'il est sans doute important pour l'avènement final de la société postmoderne d'habituer les gens à gober n'importe quoi. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.